Marc, viens manger. Ah non, je peux pas. Il y a Marc-Andrea Morizzi qui joue. Ah, d'accord. Ah, vous étiez là? Bon, bah, on va commencer alors. Marc-Andrea Morizzi en tête du tournoi Challenger du Tata Steel. Et là, pour cette 12e ronde, il est donc en tête, mais il affronte un des tout meilleurs joueurs belges, Daniel Darda. Quelle affiche! Alors, on va voir ce que cela va donner. Marc-Andrea Morizzi, il a les blancs. Et il ouvre avec le pion roi, E4. Et Daniel Darda, il joue C5, la sicilienne, une réponse asymétrique. Alors cavalier F3 pour appuyer la poussée D4, D6, D4, prise en D4, cavalier prend D4, cavalier F6, on attaque le pion central, cavalier C3, on défend, A6. Et là, Marc-Andrea Morizzi, eh bien depuis quelque temps, on voit qu'il innove dans les ouvertures. Il joue des coups assez surprenants et ça lui a plutôt bien réussi. Il joue des petites lignes. Et là, il va jouer quasiment une nouveauté. Ça a déjà été joué quelques fois, mais une poignée de fois, qu'on compte sur les doigts d'une main. À ce stade-là, alors qu'on est qu'au 5e coup de la défense sicilienne. Il va jouer cavalier F3. Ça a été joué 5 ou 6 fois dans cette position. Alors que fou E3, fou G5 dans ma base de données, on trouve plus de 100 000 parties. Mais également fou E2, fou C4, ce sont des coups aussi extrêmement joués. Et là, cavalier F3, mais qu'est-ce que c'est que ce coup? Alors, Marc-Andrea Morizzi, avec cavalier F3, il prépare la poussée E5. Le problème, c'est que les noirs vont désamorcer cette poussée avec cavalier BD7 pour contrôler deux fois la case E5. Et finalement, bon, qu'est-ce que ça a apporté de jouer cavalier D4, cavalier F3? C'est assez surprenant. En réalité, c'est un coup quasiment nouveau, dont il est difficile de savoir la valeur. Donc la partie va peut-être nous éclairer sur cette idée, en fait. Alors Marc-Andrea Morizzi, ici, il va jouer A4 pour essayer de lutter contre la poussée B5. On sait que les noirs peuvent chercher à jouer B5, à la fois pour donner la case B7 au fou, pour le mettre sur la diagonale et attaquer E4, mais à la fois, le pion B7, s'il arrive en B5, il peut jouer B4 ensuite et chasser le cavalier C3. Donc A4 a été joué pour tripler le contrôle de la case ici, B5. Alors Daniel Darda, face à cette nouveauté du cavalier D4 qui revient en F3, il est peut-être aussi, lui, sorti de la théorie, mais il va jouer un coup logique, finalement, il va jouer G6, avec l'idée de mettre le fou en G7, le fou en fianchetto, sur la plus grande diagonale noire de l'échiquier. Et il ne va pas s'arrêter là, parce qu'après fou D3, il joue maintenant B6, et il donne la case B7 à son autre fou. Donc on va peut-être avoir deux fous sur les plus grandes diagonales de l'échiquier, deux fous en fianchetto qui vont cisailler comme ça la position. Alors Marc-André Morizzi, il accélère son développement, petit roc, fou G7, la tour vient en E1, fou B7, le fou vient en F4, petit roc, dame D2, les tours sont en liaison, la dame s'associe au fou pour aller en H6, venir dire bonjour au fou G7, cavalier C5, fou H6, tour C8, les coups sont logiques de part et d'autre, la tour vient se placer pour l'instant sur la colonne C, prise en G7, roi prend G7, et là, un coup qu'il faut assumer. Marc-Andrea Morizzi joue B4. Il repousse le cavalier, mais ce faisant, il affaiblit la protection des cases de la colonne semi-verte C, parce que les blancs disposent d'une colonne semi-verte D, c'est-à-dire une colonne où ils n'ont pas de pion, une colonne souvent de pression. Mais les noirs disposent d'une colonne semi-verte C. Et généralement, les pions qui contrôlent les cases de la colonne semi-ouverte adverse, ils sont très importants, ces pions, parce que ça empêche l'incrustation des pièces adverses sur la colonne, sur leur colonne d'attaque. Et donc, le pion B2, le pion B des blancs, est le seul pion capable de défendre les cases de la colonne C. Donc il faut savoir où on va le situer, parce que s'il est en B2, il protégera le cavalier, s'il vient en B3, il contrôlera la case C4 pour que les noirs ne puissent pas s'y incruster tôt ou tard, et s'il vient en B4, il repousse le cavalier C5, certes, mais du coup il ne pourra plus reculer ni en B3 ni en B2. Donc il y a un affaiblissement des cases C4 et C3 lorsqu'on joue B4. Donc il faudra l'assumer, même si les noirs ne sont pas capables d'en profiter maintenant, peut-être que la partie va être encore assez longue. En tout cas, voilà, B4 est joué. Le cavalier C5 paraissait trop embêtant pour Marc-André Morizzi, il préfère le déloger. Alors, le cavalier vient en D7, cavalier vient en D5. Alors là, la première réaction, c'est de se dire que le cavalier blanc n'est pas assez protégé, parce que Daniel Darda, il peut l'éliminer, et il a deux prises contre une seule.
Mais l'idée de Marc-André Amorezi, c'est de dévier le fou B7 de la protection du pion A6. Donc si les noirs prennent, ce qui ne s'est pas produit dans la partie, mais si les noirs prennent, on reprend, et si le fou prend, on prendra en A6. C'est pour ça que Daniel Darda, il ne va pas prendre. Il joue ici E5. Il met ses pions sur case noire. Alors c'est vrai qu'il laisse le cavalier blanc implanté en D5, mais peut-il rester aussi longtemps, le cavalier blanc? Après tout, il est attaqué 2 fois, on peut l'éliminer tôt ou tard, même si le pion A6 ici est en danger, peut-être qu'il y aura un coup comme A5 qui réglera le problème du pion A6, et le cavalier blanc se retrouvera en danger. Le cavalier D5. Donc il ne peut pas rester ad vitam aeternam sur cette case en D5. Et le coup en E5, il est joué également pour mettre à la peine le fou de case blanche, le fou D3. Regardez, Marc-André Amorezi, ici, il joue C4. Donc il prend de l'espace à l'aile dame avec ce trio de pions. Il vient consolider le cavalier blanc avec C4. Mais les pions C4 et les pions E4 font obstacle finalement au jeu du fou D3. Et les noirs, ils ont le pion D6, le pion E5, ils sont des pions sur case noire. Et ils vont maintenant jouer le pion A5. Vous voyez, par rapport au fou de case blanche, ils dirigent une structure de pions sur case noire. Et ça, c'est la bonne attitude normalement, c'est le bon jeu positionnel. C'est de mettre les pions sur une couleur inverse à la possession de notre fou. Donc si on a un fou de case blanche, on met une structure de pions sur case noire. Comme ça, toutes les cases sont bien contrôlées. Il n'y a pas de double emploi entre les pions et le fou. Alors que le fou D3, ici, il bute, il se cogne la tête sur ses propres pions, il fait double emploi finalement. Et après A5, le pion B4 est attaqué, on ne peut pas reculer le pion C4 en C3, et du coup, il va y avoir une perte de contrôle des cases noires. Parce qu'une fois que les noirs vont éliminer le pion B4, que ce soit les blancs qui prennent, qui poussent, ou que ce soit le pion noir qui prenne en B4, une fois que le pion B4 n'est plus là, les blancs ils n'auront plus que des pions sur case blanche, A4, C4, E4, et ils n'ont pas de fou de case noire. Il n'y a pas d'équilibre dans le contrôle des couleurs. Et donc, le cavalier D7 pourra aussi avoir la case C5. Alors, regardons un peu la suite de la partie. Marc-André Amorezi joue H3, et donc A prend B4. La dame prend B4, attaque D6, attaque 2 fois B6, mais cavalier C5. Attention, parce que cavalier C5, ça menace de prendre le fou avec la fourchette, j'ai raté ma flèche, avec la fourchette dame, tour. Alors le fou a reculé en F1. Tour B8. Là, c'est pour désamorcer la prise en B6. Si le cavalier prend en B6, par exemple, il pourrait y avoir fou prend E4 avec la tour, la dame qui attaque le cavalier, la menace de prendre le cavalier en F3 qui dégraderait l'abri royal, parce que si on reprend du pion G, il y aura un gros problème de protection du roi blanc. Donc, tour B8 a été joué. Marc-André Amorezi joue cavalier D2. Il vient protéger également son pion E4 qui est attaqué, ici, 2 fois. Daniel Darda joue fou C6. Il libère la tour pour la protection du pion B6. Tour A3. Alors on avait eu dans la ronde précédente, dans la partie précédente, un tour A3 de Marc-André Amorezi avec l'idée que la tour pouvait naviguer sur la 3e rangée pour rejoindre l'attaque à l'aile roi. Bon, ici, c'est plus compliqué de le faire, d'autant que les noirs jouent cavalier D7. Donc ils replient leur cavalier. Ils laissent planer la possibilité pour le pion F7 de venir en F5. Et le cavalier D7 fait un relais, évidemment, avec le cavalier C5. Et regardez ce que fait Marc-André Amorezi, il joue cavalier B1. Cavalier B1 avec l'idée de venir en C3, soutenir D5, peut-être même faire irruption en B5. F5 est joué. Alors si on solidifie par F3, le problème c'est que Dame H4 va être joué, il y aura des triples attaques sur E4, du pion, du cavalier, de la dame. En plus, si le pion F3 vient reprendre, il y aura du Dame F2, échec avec la tour qui appuiera la dame. Donc ici, sur cette poussée en F5, Marc-André Amorezi y prend. Fou prend cavalier D5, ça c'est important parce que lorsqu'on reprend, ça bouche la case D5. Donc les noirs ont éliminé le cavalier embêtant. Mais les noirs, ils ont toujours leur cavalier en C5. Et le fou en F1 peine à jouer. Bon, alors les noirs ont pris de la tour. Et le fou F1, comme je vous disais, peine à jouer. Et là, Marc-André Amorezi, peut-être s'égare-t-il. Mais il a des gros problèmes autant, en fait. Parce que finalement, dans l'ouverture, il n'a rien obtenu. Il n'a pas eu l'effet de surprise escompté qu'il avait réussi à provoquer dans les autres parties. Et finalement, là, je crois qu'il a 18 minutes à la pendule contre 50 pour Daniel Darda. Et il va jouer fou B5. Il comprend que son fou,
Il n'est pas à la fête et il va essayer de l'échanger contre le cavalier en D7. Peut-être aurait-il mieux valu de ramener le cavalier en C3 pour qu'il aille chercher par exemple la case B5. Mais fou B5 a été joué. Et Daniel Darda, il dit non, non, tu vas pas échanger le fou de case blanche contre le cavalier, garde-le, le fou de case blanche. Et il lui joue cavalier F6, avec l'idée d'aller en H5 et de mettre le cavalier en F4 après. Cavalier C3, cavalier H5. Alors après cavalier H5, il faut s'intéresser à la possibilité de la fourchette en G4. Mais il y a un thème présent dans la partie qui va être... alors c'est pas G4 qui a été joué, hein, du coup, mais si G4 était joué, le thème présent, c'est de jouer Dame H4. Et on va voir que ce thème va se répéter dans la partie, cette idée de Dame H4 qui vient en fait clouer le pion en G4, qui empêche donc le pion G4 de prendre, sinon on prendrait la Dame Blanche. Donc il y a un problème de protection de la Dame Blanche. Ça va être une idée qui va causer beaucoup de tort à Marc-André Amorezi. En plus, la Dame attaque H3, le cavalier pourrait ensuite venir en F4. Ça donne une attaque de mat contre le roi blanc. Toutes les pièces noires ici convergent vers le roi blanc qui est assez dénudé. Si on joue G4, il n'y a plus de couverture de pion, toutes les pièces fortes blanches sont sur l'autre aile. Donc ici, G4 n'a pas été joué. Le fou s'est replié en F1. Pour redonner peut-être la case en B5, mais... Cavalier F4. Le cavalier s'approche. Cavalier E4, là Marc-André Amorezi cherche à provoquer des échanges de pièces. Il sent que... le ciel s'obscurcir sur son roi, ça s'accumule. Les ennuis s'amoncellent. Dame H4 est jouée. Et voyez, toujours ce problème de vis-à-vis Dame noire contre Dame blanche. La Dame noire s'approche du roi blanc pour collaborer avec le cavalier et la tour, mais en même temps, il y a ce vis-à-vis. Par exemple, si on joue G3, on pourrait faire cavalier prend H3, échec. Bon, s'il faut prendre, Dame reprend. Hein. Et si le roi bouge, par exemple, roi G2, on pourrait faire tour prend F2, échec. Parce que le cavalier blanc ne peut pas prendre en F2 à cause de ce problème de vis-à-vis Dame-Dame. Je vous l'avais dit, c'est assez présent, cette idée de vis-à-vis Dame contre Dame. Et donc, après Dame H4, ici, il faut chercher à régler le problème de cette Dame non protégée en vis-à-vis. Et là, le meilleur aurait peut-être été de jouer Dame C4 et d'avoir en protection du fou en F1. Ou peut-être Dame B1, aussi pour se retirer du vis-à-vis Dame-Dame, mais toujours en conservant la protection du cavalier. Vous voyez qu'on joue Dame C4 ou Dame B1, on retire le vis-à-vis Dame-Dame, ou en tout cas on règle le problème de non-protection de la Dame, et on garde la protection du cavalier en E4. Mais là, Marc-André Amorezi, qui n'a que 7 minutes maintenant, contre 40 et quelques, il va jouer vite, il va jouer Dame D2, et le cavalier blanc n'est plus assez protégé. Vous allez me dire, il a attaqué une fois et protégé une fois, mais les noirs prennent, la tour reprend, et toujours le problème de vis-à-vis sur cette quatrième rangée. Cavalier prend H3, échec. Sacrifie le cavalier parce qu'on sait qu'on récupère la qualité, l'avantage de la tour après. Donc, tour prend cavalier, Dame prend E4, et les noirs ont gagné la qualité. Alors c'est vrai qu'il y a un prix à payer quand même, c'est l'incursion de la Dame blanche qui va collaborer avec la tour sur la colonne H. Dame H6 échec, et qui va essayer de priver le roi noir d'abri. D'un autre côté, les blancs ils jouent quand même avec une pièce en moins, parce que le fou en F1, depuis tout à l'heure, on n'arrive pas à lui trouver un emploi en fait. Il n'arrive pas à jouer dans cette position, c'est vraiment un poids, c'est pesant. Dame D4 de Daniel Darda, ça attaque F2. Tour E3 pour interrompre l'attaque sur F2. Tour C8, la tour vient sur la colonne. Dame D7. Attaque le pion D6. Tour C1. Dame prend D6, échec, roi G7. Dame E7, échec. Tour F7. Dame prend E5, échec. Échange des dames. Et Daniel Darda, il est dans cette finale avec la qualité en plus. Donc il va jouer tour F5. Tour E7, échec. Roi F8. Pion D6, tour D5, tour C7, attaque la tour noire. Alors là, Daniel Darda, il ne va pas échanger les tours. Parce que si on échange les tours, tour prend et tour C5, peut-être que Marc-André Amorezi peut construire une forteresse. Vous savez, c'est des positions où on a un retard matériel, un désavantage matériel, mais où l'adversaire n'arrivera pas à progresser. Par exemple, si Marc-André Amorezi joue fou B5, il abandonne à son triste sort le pion C7, et je ne sais pas qui joue roi H2, il faut qu'encore les noirs prouvent qu'ils vont arriver à gagner cette position parce que le pion B6 est cloué. Et là, il n'y a qu'un pion contre deux, en fait. Donc
Donc même si les noirs ont l'avantage de la qualité, ils ont un pion de moins, et il y a peut-être une position assez stable et solide pour Marc-André Amorelsi. Donc dans la position, Daniel Darda, il fait paf, tour prend tour, il joue tour 1, menace de jouer tour D1 et de gagner le fou, hein, de toute façon. Donc tour E7, on veut toujours pas échanger pour les mêmes raisons, donc Daniel Darda, il vient en 1, il attaque à 4, le fou peut pas venir défendre puisqu'il subit le clouage. Tour E3, et là Daniel Darda élimine le pion D6. Parce que s'il vient en D1 pour gagner le fou, le problème c'est que les blancs peuvent jouer roi H2, laisser le fou se faire attraper, comme ça, jouer D7, menacer dame, et si les noirs mettent une tour en D1, les blancs pourront jouer tour E8 échec, puis transformer, promouvoir leur pion. Et les noirs devront rendre une tour, et on arrivera dans une finale tour contre tour. Donc dans la position, ici Daniel Darda, il prend le pion D6. F4 est joué. Alors c'était l'idée aussi d'avoir la tour sur la troisième rangée, c'était de pouvoir jouer F4 pour donner la case F3 et défendre le fou si les noirs venaient jouer tour D1. Tour prend A4, mais Daniel Darda ici il se repaît des pions, il va les éliminer un par un. Tour F3, tour F6 attaque doublement F4, G3, tour A2 on essaye de limiter le roi blanc, tour F2, il y a un échange, tour prend, roi prend, centralisation des rois, roi E7, roi E3, tour E6 échec, roi D4, tour E1 on attaque le fou, fou D3, roi F6, G4, tour G1, G5 échec, roi G7, roi D5, tour D1 on attaque le fou, qui est cloué, donc le roi revient défendre, et là Daniel Darda simplifie, il crée une simplification gagnante, il prend le fou, et il joue B5, et Marc-André Amorelsi abandonne. Victoire du Belge Daniel Darda. Alors pourquoi Marc-André Amorelsi abandonne? Tout simplement parce que le roi blanc ne peut pas gérer le pion passé des noirs et empêcher l'intrusion du roi noir qui va éliminer les deux pions. De toute façon, le pion B5, si les blancs cherchent à l'éliminer par exemple par roi C3, donc on va voir l'intrusion du roi noir, roi E6, donc roi F5, on voit que le roi blanc est beaucoup trop loin. Et là, si les blancs voulaient le match nul, il faudrait qu'ils soient capables d'arriver en G3 pour prendre l'opposition directe au roi noir. Et là, ça permettrait de faire match nul. On ne pourrait pas valoriser le pion de plus si les blancs arrivaient à mettre le roi en G3. Mais il leur manque 1, 2, 3 coups. Donc, bon, c'est à eux de jouer, donc il leur manque 2 coups par rapport à la position pour pouvoir arriver en G3 et prendre l'opposition. Donc, c'est perdu. Donc, finalement, une nouveauté d'ouverture qui n'a pas été payante par Marc-André Amorelsi. Après, il y a eu une lutte pour les cases dans le milieu de jeu, pour les cases des cavaliers. On voit que Daniel Darda a très bien joué contre le fou F1, le fou de case blanche de Marc-André Amorelsi, finalement qui s'est révélé assez mauvais. Et Daniel Darda a été précis dans l'attaque du roi de Marc-André Amorelsi. Marc-André Amorelsi, il a réussi à éviter le pire, à éviter l'attaque de mat, mais du coup, il a dû transiter dans une finale avec une qualité de moins, et ça lui a été fatal dans les simplifications par la suite. Alors, mauvaise affaire, très mauvaise affaire dans le classement pour Marc-André Amorelsi, puisqu'on est à la ronde 12, donc il ne reste plus qu'une ronde. Là, c'était la fin de la ronde 12, il ne reste plus que la ronde de demain, la 13e ronde, et il vient de se faire rejoindre la veille, parce que Mendoza, lui, il a gagné. Parce que Marc-André Amorelsi, il avait un point d'avance, mais comme il a perdu et que Mendoza a gagné, ben, il revient à égalité. 8 points et demi tous les deux. Donc ça va jouer demain, et Daniel Darda fait une très belle remontée d'ailleurs au score, puisqu'il est maintenant à 8 points avec Erwin Lamy. Donc suspense pour cette dernière ronde dimanche de ce tournoi du Tata Steel des Challengers. Et on va regarder le classement des Masters, donc le classement des joueurs un petit peu plus forts. Alors dans le tournoi des Masters, on voit que Giri, Vindit, Wei, Abdusattorov et Gukesh se partagent la première place. Donc 5 joueurs à la première place. La dernière ronde va être passionnante. Firouzja a gagné aujourd'hui. Donc il se repositionne. On voit que Firouzja, c'est très inconstant. Il peut nous faire des parties brillantes et dans d'autres parties, eh bien, passer à travers, à côté du sujet. Mais là, Firouzja, bah, il n'est pas si loin. Mais bon, il ne pourra pas revenir parce qu'il y a tellement de joueurs à un point qu'il ne pourra pas essayer de décrocher la coupe. Bien voilà, donc suspense pour demain. On va voir ce que cela va donner. Et puis, j'espère que vous avez pris du plaisir. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir à tous.